Sur les temps forts de l'hémicycle. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui deux députés. Ludovic Mendes, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Moselle. Face à vous, Sébastien Jumel, bonjour. Bonjour. Vous êtes député GDR de Seine-Maritime. Bienvenue à vous. Alors que faut-il retenir de cette séance de questions au gouvernement? Avant d'en débattre, retrouvons Daniel Sportiello. Car Daniel, vous avez vécu la séance depuis les tribunes. Quel regard portez-vous justement sur ces questions du jour? Écoutez Marion, le service national universel dont les modalités ont été présentées en Conseil des ministres a suscité beaucoup de réactions dans l'hémicycle. Alors que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a vanté un grand projet de société pour les jeunes, l'opposition a préféré pointer le coût à venir de ce projet. Qui va payer, a-t-on entendu dans les rangs des Républicains? 4 milliards d'euros, quel gabegie, a-t-on entendu par ailleurs. Puis lorsqu'a été posée l'épineuse question de la laïcité, eh bien c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui a voulu en rappeler les grands principes. La liberté pour chacun de pratiquer la religion de son choix, à condition qu'elle s'inscrive dans l'ordre républicain. Et lorsqu'il a ajouté qu'il ne faut pas que la religion soit dévoyée, une voix s'est alors élevée dans l'hémicycle, celle de Marine Le Pen, qui a alors crié « Virez-les ». Merci à vous, Daniel, pour votre regard et nous vous retrouvons mardi prochain pour de nouvelles questions au gouvernement. Le gouvernement envisage-t-il de s'attaquer aux pensions de réversion? La question était à nouveau à l'ordre du jour de ces questions au gouvernement. Agnès Buzyn a démenti toute suppression du dispositif. C'est Emmanuel Maquet, le député des Républicains, qui l'interrogeait aujourd'hui notamment. Agnès Buzyn a tenté de clarifier le débat. Écoutez les précisions de la ministre. Ces pensions de réversion, elles subsisteront. Par contre, on a le droit d'être lucide, de voir qu'il existe 13 régimes différents, des inégalités, des injustices. Et c'est contre ces inégalités et ces injustices que nous travaillons. Nous consacrons donc l'ensemble du temps qui nous est nécessaire dans les 6 mois qui viennent à co-construire ensemble un système de retraite juste, lisible et équitable pour les familles. La solidarité persistera. C'est un engagement du haut-commissaire et de moi-même. Elle persistera à même hauteur qu'aujourd'hui. C'est ce que nous devons aux familles. Je vous remercie. Et vous venez d'entendre Agnès Buzyn sur cette question des pensions de réversion qui devraient subsister à même hauteur. On va tout de suite se tourner vers Ludovic Faux, car vous êtes en direct avec la ministre de la Santé et des Solidarités. Oui, Agnès Buzyn, Madame la Ministre, bonjour. On vous a entendu à l'instant dans l'hémicycle. Alors, il n'y aura pas de remise en cause en tant que telle des pensions de réversion. On pourrait en revanche diriger vers un réaménagement de ce système. Est-ce que vous pouvez nous redire qu'il n'y aura pas de perdants parmi les veuves qui touchent ces pensions? Alors, il n'y aura pas de perdants. Je veux rappeler quelques règles simples. Nous orientons vers un nouveau système de retraite par répartition. Donc la répartition reste la même. La part de solidarité dans le nouveau système restera la même. Aujourd'hui, elle est autour de 20%. Et donc nous travaillons effectivement à tout ce qui est droit non contributif, c'est-à-dire la part des pensions liées au chômage, aux arrêts maladie, aux indemnités journalières des femmes enceintes. Mais nous travaillons également, évidemment, aux pensions de réversion qui sont données aux veuves. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il existe 13 règles différentes, avec des très grandes inégalités. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce système solidaire, nous essayons de réfléchir à comment mieux faire pour les veuves et les femmes qui n'ont pas travaillé, soit parce qu'elles ont élevé leurs enfants, soit parce qu'elles ont travaillé auprès de leur mari sans cotiser à la retraite. C'est le quinquennat qui vise à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas un quinquennat qui vise à réduire les chances des femmes dans la vie et à réduire évidemment les pensions pour les femmes. Que ceci soit très clair, les pensions de réversion persisteront. La question qui est posée sur la table, c'est comment les rendre plus équitables entre les 13 règles différentes. Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, était un peu imprudent de mettre cette question sur la table. Ça a semé le trouble.
Non, toutes les questions sont travaillées avec les partenaires sociaux, elles sont travaillées avec les députés, elles sont travaillées avec les citoyens. Si nous ne posons aucune question, il n'y aura pas de réforme. La réforme, elle vise à être plus équitable, à être plus lisible, à donner confiance dans les générations futures, dans notre futur système de retraite, parce que les jeunes n'y croient plus. Et nous travaillons à tous les sujets, et notamment à la part de solidarité, parce que, en fait, ce que nous ne supportons pas aujourd'hui, c'est qu'il y ait de telles inégalités de traitement, là en l'occurrence, entre les femmes de cadres, les femmes d'ouvriers agricoles, les femmes d'indépendants ou les femmes de salariés. Les veuves qui touchent les pensions de réversion aujourd'hui n'ont absolument pas accès aux mêmes droits et c'est ça que nous travaillons avec les partenaires sociaux. Plus généralement, pour terminer, les discussions, les concertations ont lieu avec les partenaires sociaux. Quel est le calendrier de cette réforme précisément ? Donc les négociations se poursuivront jusqu'à la fin de l'année pour un projet de loi qui sera déposé en fin d'année et qui devrait normalement être voté à la fin du premier semestre 2019, avant l'été 2019. Merci, Madame la Ministre, d'être venue avec nous faire le point sur cette réforme et sur les pensions de réversion. Merci à vous, Ludovic Faux. Sébastien Jumel, vous avez entendu les explications de la ministre. Ce sera une réforme équitable, des pensions de réversion à même hauteur à l'avenir. Elle vous rassure sur cette question précise ? Les promesses de ce gouvernement n'engagent que ceux qui les croient. Il a posé des actes à l'égard des retraités depuis le début de la mandature. Le premier acte posé, c'est l'augmentation de la CSG qui a pénalisé d'une manière dramatique le pouvoir d'achat de nos concitoyens et des retraités les plus modestes. Le deuxième acte posé, c'est le refus de prendre en compte la misère des retraites agricoles. Et il est donc légitime que nous inquiétions sur la volonté de la ministre de remettre à plat les pensions de réversion. 1 million de femmes, pour 1 million de femmes, 25% des bénéficiaires de la pension de réversion, c'est l'unique revenu. C'est vous dire à quel point il y a une vigilance extrême sur cette volonté du gouvernement, dont on voit bien qu'il a fait le choix de protéger les riches plutôt que de préserver notre modèle social français. Enfin, moi j'ai une mesure toute simple à préconiser pour l'injustice que représente la situation des veuves. C'est de rétablir la demi-part fiscale des veuves et des veufs qui a été supprimée par Sarkozy, qui n'a pas été rétabli par François Hollande et qui constitue une injustice sociale majeure. Pour le reste, nous serons vigilants à ce que le socle du modèle social français, la répartition, les retraites et les pensions de réversion soient harmonisés non pas vers le bas, ce que nous craignons, mais vers le haut, ce que nous souhaitons. Ludovic Mendes, vous entendez les inquiétudes de ces veufs et de ces veuves sur cette pension de réversion ? J'entends les inquiétudes parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que la ministre a donné des garanties, le Premier ministre a donné des garanties, le Président a donné des garanties, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a donné des garanties de dire on n'y touche pas. Elle ne disparaît pas, elle ne sera pas vue à la baisse, et au contraire, on va faire en sorte de l'améliorer. Moi, je vais prendre un exemple. L'améliorer, ça veut dire par exemple augmenter les taux et l'aligner pour l'ensemble des régimes ? Il y a toujours, alors ça va être aligné pour l'ensemble des régimes, et sans discussion et en phase de discussion, mais je vais prendre un exemple bête pour identifier. Je prends le cas de ma maman, le jour où elle sera à la retraite demain. Elle a élevé 3 enfants. Aujourd'hui, elle est caissière chez Leclerc, donc à temps partiel. Elle gagne pas beaucoup d'argent, donc sa retraite sera pas importante. Mon père est salarié ouvrier et il travaille pour une grande entreprise qui est EDF. Avec les statuts de l'IEG, les retraités EDF seront protégés par rapport à un simple salarié d'une entreprise privée qui a mis 25 ans pour avoir un statut d'État, donc de maîtrise, et qui veut dire que la retraite ne sera pas la même. On est plutôt sur un système d'équité, ce que vous devriez aimer, parce qu'on défend aussi l'égalité des chances, et de dire que la répartition sociale est protégée. On veut protéger justement le système social. La hausse de la CSG sert à ça. L'ouverture de l'assiette justement des rentrées sur le financement de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage ou des retraites nous permet de garantir la protection de la sécurité. Et on a un débat en ce moment à la Commission des lois sur la réforme de la Constitution. J'ai proposé au nom des parlementaires communistes qu'on grave dans le marbre de la Constitution la République solidaire, avec en tête, en inscrivant ça dans la Constitution, la préservation du système de retraite par répartition, le socle du modèle social français. C'est ce qui est confirmé actuellement par de la majorité d'inscrire ça dans le texte de la Constitution. Enfin, moi j'ai écouté attentivement le président des riches devant la mutualité. Que dit-il ? Il faut mettre fin à la société des statuts. Mais ça veut dire quoi ? Que les régimes spéciaux de retraite, que le statut des retraités pour le président des riches n'est plus, j'allais dire,
quelque chose qu'il faut. Est-ce qu'il ne faut pas justement un statut la plus retraite par points, équitable? La retraite par points est un facteur d'aggravation des inégalités parce que les points collectés par ceux qui ont les plus hauts revenus, serviront à nourrir une retraite par capitalisation, et les points de ceux qui auront les plus bas revenus, les femmes notamment, qui, nous le savons, en matière d'inégalité salariale sont les premières perdantes, vont être dégradées. C'est de ça dont il s'agit. Est-ce qu'aujourd'hui le système est suffisamment équitable et égalitaire? Il y a des inégalités dans les 13 régimes de pension de réversion. Personne ne nie cela. Mais il faut au contraire envisager des mécanismes de péréquation, de solidarité, de répartition, d'harmonisation par le haut pour augmenter le pouvoir d'achat de l'ensemble des retraités et pour prendre en compte la spécificité des femmes qui vivent plus longtemps que les hommes et qui vivent avec des revenus et des retraites très faible par rapport aux hommes. Il y a donc un enjeu de justice sociale de ce point de vue. Ludovic Mendes, justement, ces femmes actuellement ont vécu des carrières parfois aléatoires, avec des charges parentales, des carrières parfois brisées. Est-ce qu'il faut préserver justement ce système pour ces femmes? Il faut le préserver. Avec des inégalités importantes. C'est ce que dit Madame la Ministre encore tout à l'heure en direct, c'est on va faire en sorte de les protéger. Parce que justement, c'est aussi le quinquennat du droit des femmes, de prendre en considération le fait qu'elles aient eu du chômage, qu'elles aient eu des temps partiels, qu'elles aient élevé des enfants. C'était plus compliqué jusqu'à maintenant. Elle garantit aussi 20% du système de solidarité dans les retraites. Donc, on est dans le bon fonctionnement. On écoute ce que dit M. Jumel et dire voilà, on en prend note. On est en phase de concertation, de discussion. Il n'y a rien d'arrêté aujourd'hui. Il n'y a pas de loi déposée. Il n'y a pas de loi en négociation. C'est des propositions qui sont faites. Je pense que tout le monde peut proposer un plan pour l'avenir. Aujourd'hui, nous, on veut rattraper l'avenir. Et derrière, au-delà de la retraite, c'est aussi de faire en sorte d'améliorer les plans de formation, de permettre à chacun d'avoir un emploi, de mieux vivre. C'est les projets qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est de répartir aussi l'argent qui disparaissait dans d'autres pays. On fait le pari de le investir dans notre pays, dans des TPE, des PME, d'ouvrir les entreprises pour recréer une dynamique en emploi. Et si on ne le fait pas, tout ce qu'on peut faire derrière sous la retraite ne sert à rien. La ministre a commis un lapsus dans les questions d'actualité. Lapsus que j'imagine tous les observateurs vont souligner, retenir. Elle a prononcé la phrase « Nous ne savons pas ce qu'il en sera des pensions de réversion ». Elle tente, une fois les questions d'actualité passées, de corriger le tir. Ça en dit long sur la volonté de ce gouvernement de mettre en miettes le modèle social français. Et donc nous serons, comme on dit chez moi, méfie-toi toujours, méfie-toi encore, méfie-toi toujours de ceux qui multiplient les cadeaux aux riches depuis qu'ils sont aux responsabilités et qui ont fait le choix, selon la formule de Coluche, de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Et le gouvernement qui a débuté les concertations, je le rappelle, avec les partenaires sociaux sur cette question. On en vient à ce Conseil européen. Demain, les chefs d'État des 28 se réunissent. 48 heures pour notamment tenter de s'accorder sur la question migratoire. 2 questions au gouvernement étaient consacrées justement à ce sommet, ce Conseil européen, dont une de Jean-Louis Bourlanges. C'est Jean-Yves Le Drian qui lui a répondu notamment sur cette question migratoire. On écoute le ministre. L'Union européenne fait face aujourd'hui d'abord à une crise de sa politique en matière de migration, beaucoup plus qu'à une crise migratoire proprement dite. Le seul exemple dans les chiffres est révélateur. En 2015, il y a eu plus d'1 million de personnes arrivées en Europe par les voies terrestres ou maritimes. En 2018, il y aura moins de 100 000. Donc le sujet n'est pas l'aggravation des migrations. Le sujet, c'est la crise politique autour des migrations. La crise politique qui traverse l'Europe autour des migrations. Ludovic Mendes, vous êtes en accord avec ce constat? C'est une crise de la politique européenne, un échec de la politique européenne sur ces questions? C'est le cas aujourd'hui, c'est une crise politique. On est sur la marchandisation, entre guillemets, ce qu'on appelle les migrants, qui d'ailleurs est parfois compliqué. On va rester sur le terme d'étrangers, de demandeurs d'asile, parce qu'il y a plusieurs migrations différentes. Et on oublie souvent de faire la distinction dans ces différents flux migratoires. Mais on a une crise politique aujourd'hui qui s'est établie
avec certains responsables politiques qui veulent marteler auprès de sa population qu'il est rentré en conflit avec l'Union européenne parce que l'Union européenne, pendant des années, n'a pas su apporter une réponse adaptée. Alors on n'est plus sur une crise migratoire, parfois on est sur des problèmes plutôt humanitaires, comme avec les bateaux qui ont été bloqués en Méditerranée, mais aujourd'hui on ne doit pas faire de la politique sur ces sujets-là. Du moins, on ne doit pas s'en servir pour négocier. Par contre, les gouvernements, jusque l'année dernière ou même les années précédentes, les précédents gouvernements avaient de quoi apporter une réponse au niveau du Conseil européen. Ils n'ont pas pris leurs responsabilités. Ils veulent absolument une réponse à la majorité, à l'unanimité, alors que la majorité qualifiée suffisait. Surtout que pour une fois, on avait le Parlement européen et la Commission européenne qui étaient d'accord, et le Parlement européen dans son ensemble, c'est-à-dire des plus conservateurs à ceux qui sont les plus sociaux. Vous enjoignez l'Europe à prendre des mesures dès demain. Il y avait des mesures, il suffisait juste de les appliquer, et aujourd'hui, la crise, on va dire italienne, la crise politique italienne est surtout sur les déboutés du droit d'asile qui aujourd'hui n'a pas de réponse parce que Frontex n'a pas les moyens d'agir. Il faut renforcer Frontex, donner plus de moyens à Frontex pour aider ces personnes à repartir dans leur pays, quitte à bloquer certains visas diplomatiques pour faire plier les pays qui refusent les retours avec les retours consulaires. On l'entend bien, c'est un renforcement des frontières que vous appelez. Sébastien, c'est pas vraiment ce que je dis, parce que notamment meilleure protection de l'espace Schengen entre guillemets, ne pas tuer ce pilier de l'Union européenne, parce que c'est arrêter le projet européen, mais c'est d'apporter une réponse qui soit adaptée. On n'est pas envahi non plus, et il y a une vraie réponse à l'extérieur de l'Europe. Sébastien Jumel, vous, qu'attendez-vous comme réponse de l'Europe durant ces 2 jours de sommet de Conseil européen ? Deux ou trois éléments. D'abord, j'ai célébré à Dieppe les fêtes de la mer avec le curé de chez moi, avec l'archevêque. Et reprenant les propos du pape, et fidèle à la formule « homme libre, toujours tu chériras la mer », l'évêque, le curé, disait devant la communauté des pêcheurs « on ne laisse pas un homme, une femme, des enfants, quelle que soit leur origine, se noyer dans la misère du monde et de l'océan ». Et si Emmanuel Macron a rencontré le pape François, j'espère qu'il a tiré de cette rencontre cette humanité qui semble manquer au gouvernement. Deuxième élément, moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut instrumentaliser un sujet aussi sérieux, aussi compliqué à des fins politiciennes. Mais force est de constater que, et d'ailleurs aujourd'hui tout le monde le dit, y compris les libéraux, ceux qui ont mené l'Europe à l'échec dans lequel elle se trouve, disent, et je partage l'avis de notre collègue Bourlange de ce point de vue-là, c'est la crise de l'Europe. C'est l'illustration de l'incapacité de l'Europe à prendre en compte d'une manière responsable, d'une manière unitaire, d'une manière humaine, la misère du monde. Qu'attendez-vous justement aujourd'hui? Et j'attends, d'abord je pense que Merkel est profondément affaiblie, que Emmanuel Macron est profondément décrédibilisé face à l'inertie dont il a fait preuve devant le drame humanitaire de l'Aquarius ou du dernier bateau. Et j'attends de l'Europe qu'elle soit en mesure de se mettre d'accord sur des actions concrètes dans les pays d'où viennent ces pauvres gens pour éviter, j'allais dire, qu'ils se perdent dans le labyrinthe qui nourrit les passeurs et ceux qui se nourrissent de la misère du monde. J'attends de l'Europe qu'elle prenne en compte le déséquilibre entre le Sud et le Nord, et notamment ça pose la question de la manière dont on envisage les frontières européennes et le premier entrant sur la répartition. Et puis j'attends de l'Europe qu'elle réaffirme son attachement à un principe constitutionnel inscrit dans le préambule de notre Constitution, le droit d'asile, qui ne souffre d'aucune accommodation, d'aucune réduction. Le droit d'asile, il est irréfragable, il est au cœur de la patrie des droits de l'homme, et j'attends de la France qu'elle porte cette voie-là. Y a-t-il justement des règles d'asile européennes, par exemple, et qu'en est-il pour ce règlement de Dublin? Doit-il être remis en question? Alors, le règlement Dublin qui avait été validé en 2013, mis en place en 2015, là où on a vraiment connu une crise humanitaire, et pas simplement migratoire, mais une crise humanitaire avec certains pays qui se sont repliés sur eux-mêmes, qui ont interdit des personnes de rentrer sur leur territoire, n'est plus adapté. Ça, on est tous d'accord pour le dire, il faut revoir ce règlement Dublin 3, avancer sur ce qu'on appellerait un Dublin 4 pour réviser le système. On ne peut plus laisser à l'Espagne, l'Italie, Malte et la Grèce le fait d'accueillir et de gérer toutes les demandes d'asile. Ce n'est pas faisable. Donc il faut une meilleure répartition des demandeurs d'asile sur le territoire européen. Mais on ne peut pas parler de manque d'humanité de la France, parce que la France a pris sa part. Aujourd'hui, c'est le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile au niveau européen. Même si les bateaux n'ont pas accosté chez nous, par exemple, le dernier du Lifeline, le bateau allemand qui a
amarrés à Malte. Les Français prennent en partie les demandeurs d'asile qui sont sur le bateau. L'Espagne en prend, le Portugal en prend, l'Allemagne va en prendre aussi. Donc on voit que la répartition, elle est faite. Humainement, on apporte une réponse. Par contre, l'Europe n'a pas apporté de réponse sur la gestion. Étant donné que le règlement est en place et que le règlement n'a pas été transformé, pour l'instant, ça repose encore sur 4 pays. Et on ne peut pas laisser reposer sur 4 pays. Le problème aujourd'hui, alors on n'en parle pas, mais c'est majoritairement les pays de Visegrad qui refusent de valider ce nouveau plan, parce qu'ils partent du principe que ça ne correspond pas à leurs valeurs nationales. C'est là où il y a un danger sur l'éthique de la solidarité au niveau européen. C'est là où il y a un danger sur la remise en question de ce qu'est l'Union européenne. Si ces personnes le refusent, il faut à un moment donné avoir quand même des moyens de pression complémentaires d'un point de vue financier. On ne peut pas tout avoir de l'Europe et ne pas jouer le jeu. Comment peser justement face au groupe de Visegrad sur ces questions? D'abord en étant exemplaire. Lors d'un Conseil européen en 2015, j'aime pas utiliser ce terme, mais oui, des quotas de relocalisation des demandeurs d'asile avaient été actés. Un peu plus de 30 000 pour la France. Au bout de la période, sur les 30 000 qui faisaient l'objet de l'engagement de la France, à peine 5 000 ont été relocalisés. Ce qui classe la France dans les mauvais élèves de la classe européenne et qui donc réduit la parole de la France lorsqu'elle donne des leçons à ses voisins. Deuxième élément, les ONG jouent un rôle de mission d'intérêt général et de service public. Et elles sont discréditées par la parole présidentielle, ce qui n'est évidemment pas acceptable. Sauf que là, on entend le message. Merci à vous, merci Ludovic Mendes, Sébastien Jumel d'avoir participé à ce débat, de ces dernières questions au gouvernement de cette session ordinaire. Je vous retrouve mardi prochain, tous les mardis de juillet, pour ces futures questions au gouvernement de la session extraordinaire. Très bel après-midi à tous. Sur cette route vitale pour le Grand Sud de la Nouvelle-Calédonie, 22 000 véhicules passent chaque jour. Elle est souvent le théâtre de violences de la part des jeunes de la tribu de Saint-Louis. C'est-à-dire que dès qu'on a bloqué cette route, il y a des choses qui ont bougé. À la veille d'un référendum déterminant, quel avenir pour la Nouvelle-Calédonie? On s'interroge avec le réalisateur Ben Salama, le député Philippe Gomez, la chercheuse Sarah Mohamed Gaillard et le journaliste Steven Lipat. Droit de suite présenté par Jean-Pierre Gracien. Ce soir à 20h30. 1866, entre la place de la Bourse et le Grand Hôtel, boulevard des Capucines. La France du Second Empire vit une brillante période d'essor industriel et commercial.